Bonjour à tous les délégués qui sont avec nous en ce moment. On est avec M. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke et auteur du livre Unité, Autonomie, démocratie, une histoire de l'Union des municipalités du Québec. Pour commencer, M. Bérubé, la question, ce serait de savoir un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous pousse à être un passionné de l'histoire comme ça? Écoutez, je suis un historien de formation. J'ai fait le bac et la maîtrise à l'Université de Montréal et ma directrice de maîtrise, Michel Dagenet, est celle qui m'a corrompu en direction de l'histoire urbaine. Pour le doctorat, en fait, je suis sorti de la filière historique et j'ai fait un doctorat en études urbaines à l'INRS, Urbanisation, Culture et Société. Et c'est vraiment là que mon intérêt pour la chose municipale, si on peut dire, s'est développé. Les études que j'ai faites à ce moment-là étaient sur la façon de gouverner les banlieues de Montréal, et pas n'importe quelle banlieue, donc les banlieues plus cossues. Donc, je me suis intéressé à l'histoire de Westmount, de Ville-de-Mont-Royal, de Pointe-Claire, et c'était vraiment de comprendre comment le gouvernement municipal s'était développé dans ces trois localités. Puis, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'est qu'on avait affaire à des municipalités, puis vous allez voir que c'est intimement lié à l'UMQ, donc à partir d'un gouvernement municipal qui n'est pas très autonome, on en a parlé et tout ça, eux, ils ont réussi à vraiment tirer leur épingle du jeu, surtout à Westmount, à Ville-de-Mont-Royal, puis à utiliser un peu le gouvernement municipal comme un élastique, étirer ce qu'on était capable de faire, si on veut, avec, et vraiment l'utiliser à son plein potentiel et même un peu au-delà. Donc, c'est de là qu'est venu l'intérêt pour le municipal, pour la politique municipale également. Donc aujourd'hui, on lance votre livre officiellement ce midi. Pouvez-vous nous parler un peu du livre? Là? Pourquoi les gens devraient le lire? Parce qu'il est intéressant. Je peux parler un peu de sa genèse, puis ensuite vendre Donc, quand j'ai eu fini mes études doctorales, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Union des municipalités du Québec, mais à ce moment-là, on venait de faire paraître une publication pour le 90e, alors je suis passé à autre chose. Donc, c'est il y a quelques années, donc Jasmin Savard, donc, qui est directeur de l'UMQ, m'a relancé un peu là-dessus. Le 100e s'en venait et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, je dois l'avouer. Pour moi, l'histoire de l'Union est intéressante parce que, les municipalités individuellement sont intéressantes en soi, mais l'idée d'une association qui puisse donner un poids, un rapport de force aux municipalités face aux provinciales, ça m'intéressait beaucoup. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était de voir ce que j'avais vu un peu en étudiant d'autres municipalités individuellement, c'était ce qu'un autre historien que moi appelait l'international municipal. C'est le fait que les municipalités entre elles, depuis déjà longtemps, depuis au moins le début du 20e siècle, échangent beaucoup, échangent à l'échelle provinciale, canadienne, internationale. On a souvent l'impression d'un gouvernement municipal plus provincial, dans le sens régional, refermé sur lui-même, mais non. Dès le début du 20e siècle, on voit des élus municipaux qui s'intéressent à ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc. Et j'étais vraiment curieux de voir comment un peu la diffusion comme ça des savoirs, des expertises se déroulait. Et pour moi, l'Union c'était clairement un des vecteurs, un des véhicules. Un peu. Donc, quand j'ai commencé les recherches, j'étais très attentif à cette dimension-là. Et je pense que c'est une des choses qui ressort dans le livre, là, pour revenir à lui. C'est un des aspects qui m'a vraiment surpris, cette connexion à l'international très rapide. Là, dès les années 20, l'UMQ envoie des délégations en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. On assiste à des grands rassemblements donc dans le monde municipal. Puis on se tient vraiment au courant de ce qui se passe en termes d'architecture, d'urbanisme. On fait venir des conférenciers prestigieux. Donc, le monde municipal est connecté comme ça sur cette internationale municipale depuis déjà belle lurette. Puis au Québec, l'UMQ a été beaucoup l'interface pour ces échanges-là. Pouvez-vous nous parler maintenant un peu du rôle des municipalités à travers l'histoire, les survols que vous faites dans votre ouvrage? Je vais essayer de le faire de manière télégraphique parce qu'il y aurait beaucoup à dire. La première donnée de base qu'il faut connaître pour comprendre l'histoire des municipalités au Canada, c'est à quel point elles ont été conçues pour avoir un rôle très limité. Il y a un historien canadien-anglais, Engin Eisen, qui parlait de « cities without citizens ». On a créé des municipalités sans citoyens. C'est-à-dire que lorsqu'on crée le régime municipal en 1855, donc c'est le gouvernement britannique, on est encore une colonie, le gouvernement britannique élabore un système municipal pour ce qui est le Bas-Canada. Et là, on a deux choses en tête. On se souvient qu'aux États-Unis, c'est à Boston, c'est dans les town hall meetings que la Révolution américaine a commencé. Donc, on ne veut pas répéter cette expérience-là. Et on sort des rébellions patriotes, donc il y a eu soulèvement au Canada, au Bas-Canada. Donc, on veut une municipalité qui risque surtout pas de devenir un foyer démocratique de débat, de contestation, peu importe. Donc, on crée des municipalités au rôle très, très limité, avec un électorat, là, ce sont les propriétaires seulement qui peuvent voter, évidemment les hommes blancs. Donc, c'est une toute petite proportion de la population qui peut voter. Et ce à quoi on s'attend du gouvernement municipal, c'est très peu. On veut qu'il entretienne le nom de la loi qui crée le gouvernement municipal, c'est l'acte des chemins et des
routes du Bas-Canada. Donc, c'est un nom très peu poétique. Et c'est vraiment l'idée que les municipalités vont entretenir les routes, ramasser les déchets, et c'est pas mal ça. Donc, on fait un saut dans le temps, donc de 1855 à 1919. L'industrialisation, l'urbanisation, les villes se sont complexifiées. Les gouvernements municipaux ne peuvent pas se contenter de juste réparer les rues. Il y a des infrastructures à construire, des problèmes socio-économiques très importants créés par l'industrialisation et tout ça. Donc, tout à coup, les municipalités, elles ont peu de moyens, elles ont peu d'autonomie, mais on s'attend à ce qu'elles fassent un peu tout, l'assistance sociale, etc. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'UMQ apparaît en 1919, donc en plein cœur de cette transformation-là. Et là, l'UMQ, ça va être un de ses mandats de permettre aux municipalités de sortir de ce rôle très limité qu'on leur avait accordé en 1855. Puis toute l'histoire de l'UMQ, au final, à mes yeux, en tout cas, c'est vraiment toute l'histoire des tentatives qui sont faites pour sortir de ce statut un peu de dépendance. En fait, on les appelle les créatures des provinces pour de bonnes raisons. Et justement, si on s'attarde un peu à l'évolution du rôle de l'UMQ au cours des 100 dernières années, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Oui, bien, écoutez, il y a vraiment des hauts et des bas très prononcés. Si j'avais à simplifier, disons, en y allant, disons, 2-3 lignes par chapitre du livre, et vous irez lire le livre pour les détails, la période initiale, disons, entre 1919 puis le début des années 30, l'UMQ a un partenariat, une complicité avec le gouvernement québécois qui est très grande pour la simple et bonne raison que quand l'Union est créée, plusieurs élus, on est à l'époque où il est possible d'être maire, député provincial et fédéral en même temps. ça a pris fin, là, mais donc plusieurs des élus sont des députés aussi libéraux, donc ils ont leurs entrées au gouvernement et tout ça. Les libéraux sont là depuis la fin du 19e siècle, fait que on a l'impression que ça va durer comme ça éternellement. Donc les rapports sont très intenses entre l'UMQ et le gouvernement québécois. Écoutez, j'adore cette anecdote, là, il y a T.D. Bouchard qui est un des fondateurs. Écoutez, il va être pas très longtemps, là, mais simultanément, il est le représentant de l'Union à Québec, puis il est ministre des Affaires municipales. Fait que, dans le fond, il est son propre interlocuteur. On s'entend qu'à l'époque, ça allait assez bien pour discuter. Les choses vont dégénérer avec l'arrivée de l'Union nationale en 1936, mais surtout après, en 1944. Là, l'UMQ se retrouve face à un partenaire à Québec qui n'est pas vraiment intéressé par les villes, dont l'électorat est surtout rural, avec lequel l'UMQ n'a pas trop d'accointance. Donc, toute la période du Plessis, c'était un peu difficile pour l'UMQ. Elle trime fort pour vendre l'importance des municipalités à Québec, mais l'UMQ a face à elle un partenaire qui n'est pas intéressé. Il faut quand même dire que dans les années 50, l'UMQ va être très ambitieuse. Est-ce que, puis encore là, vous verrez les détails dans le livre, mais dans les années 50, l'UMQ va aller jusqu'à proposer une sorte d'État-providence local au gouvernement Duplessis. Duplessis n'est pas intéressé par l'État-providence fédéral. Et là, l'UMQ arrive avec cette alternative de, écoutez, on va prendre la santé, on va prendre l'éducation, donnez-nous les ressources, puis regardez-nous aller. Et bon, là, évidemment, Duplessis ne sera pas intéressé, mais on voit bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'UMQ est prête à prendre plus de responsabilités. Les municipalités sont prêtes à prendre plus de responsabilités dans une société là, qui se transforme quand même assez rapidement. Ça ira pas beaucoup mieux durant la Révolution tranquille pour des raisons opposées, c'est-à-dire que là, on réforme, on modernise, mais le gouvernement du Québec veut garder pour lui, dans le fond, les programmes. Il veut tout centraliser à Québec. Donc là, encore une fois, l'UMQ est au mauvais endroit au mauvais moment pour des raisons totalement opposées de ce qu'on avait avec Duplessis. Et finalement, c'est vraiment une fois que s'essouffle un peu l'élan de la Révolution tranquille que tout à coup, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour les municipalités. C'est-à-dire que les gouvernements du Québec successifs s'aperçoivent bien qu'ils ne peuvent pas multiplier comme ça les programmes. Ça coûte cher. On est trop centralisé. Donc là, progressivement, dans les années 70, on va réussir à négocier là, dans une première phase de décentralisation. C'est à cette époque-là qu'on signe un premier pacte fiscal qui donne aux municipalités un financement stable et prévisible. C'est à cette époque-là également on crée les MRC, donc des nouvelles instances régionales, mais qui respectent l'autonomie municipale. On réforme aussi les institutions démocratiques, on élargit le droit de vote, on améliore un peu les mœurs aussi au niveau des partis et tout ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes de gains qui sont faits dans les années 70. Et là, les choses vont un peu dégénérer dans les années 80-90. C'est le retour du balancier, comme d'habitude. C'est-à-dire que le gouvernement québécois donc fait face à des déficits structurels. Et une des solutions qu'il va trouver, évidemment, c'est de délester tout ça au municipal. Donc, le municipal obtient en partie ce qu'il voulait, plus de responsabilités, mais le gouvernement du Québec lui joue un mauvais tour en lui donnant peu ou pas de ressources pour prendre ces responsabilités-là. Donc, il y a tout à coup ce fardeau qui tombe sur le dos du municipal. Et toute la fin du 20e siècle, c'est vraiment la négociation, parfois assez acerbe, parfois assez difficile, entre l'UMQ, les municipalités et Québec pour trouver une sorte de point d'équilibre là, à ce niveau-là. Et c'est vraiment au début du 21e siècle là, que les choses vont se calmer un petit peu, si vous voulez.
Donc, vraiment un balancier comme ça. Des fois, ça va bien, il y a de bonne complicité. À d'autres moments, c'est plus une position d'affrontement entre les municipalités et Québec. Tout dépend des circonstances, des acteurs en jeu, du contexte également. Et justement, ma prochaine question porte là-dessus. Est-ce que vous trouvez que les défis auxquels l'UMQ a dû faire face tout au long de son histoire pourraient revenir, même si l'histoire pourrait sembler différente? Est-ce qu'on pourrait se retrouver face à face avec ce qu'on a déjà vécu dans le passé? Oui, ben, je pense que oui. Moi, j'ai l'impression, comment dire, c'est une chose qui n'est pas déprimante, là, mais quand on est historien, quand on regarde sur le long terme, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses qui se répètent. Donc, il y a quelque chose d'un peu désespérant, d'une certaine manière, à voir qu'on est encore au stade où il faut négocier des pactes fiscaux avec Québec. Une des ambitions du monde municipal dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'était de pas comme ça avoir à toujours retourner à Québec, cogner à la porte, négocier un truc pour 4 ou 5 ans et avoir à revenir toujours comme ça à la charge. L'ambition était vraiment surtout dans les années 80, lorsqu'on l'UMQ crée une commission d'enquête qui est présidée par Jacques Parizeau, et une des conclusions qui est vraiment pratiquement soulignée en noir, c'est l'idée que, écoutez, le rapport entre Québec et les municipalités devrait, sur le plan fiscal en tout cas, il faut arrêter d'avoir ces négociations constantes. Il faut adopter une formule qui donne une fois pour toutes aux municipalités l'autonomie financière dont elles ont besoin. Donc, c'est ça. Donc, comme historien, on voit un peu que cette question fiscale, elle est là de 1919 à 2019, et je soupçonne que peu importe qui écrit le 200e anniversaire de l'UMQ, il va vraiment avoir des récurrences à ce niveau-là. Donc, on peut espérer une solution à moyen terme, au moins, de cette problématique-là, mais c'est quelque chose qui revient effectivement là, de manière récurrente dans l'histoire de l'UMQ, cette question de la négociation pour l'autonomie fiscale. Il y a des questions qui, elles, sont beaucoup plus récentes, vraiment en rupture avec ce qu'on a vu avant. On a beaucoup parlé des questions environnementales, changement climatique, les inondations, le transport collectif. Ça, ce sont des questions qui sont quand même un peu plus récentes, là, qui n'étaient pas nécessairement à l'ordre du jour de l'Union au tout début donc, de son histoire, là, qui vont émerger dans les années 60-70 surtout. Et donc, le livre va te lancer ce midi. On va arrêter là pour ne pas dévoiler le punch, mais je vous remercie d'être là. Puis le livre est disponible en librairie en ce moment au Québec? Absolument, depuis le 7 mai. On peut l'acheter n'importe où? Absolument. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Puis, bonne assise. Merci, à vous aussi.